7 juin 1940. Siège social de Chrysler, Highland Park, Michigan. L'appel téléphonique a duré exactement 7 minutes, mais ces 7 minutes allaient fondamentalement remodeler la guerre moderne. William Knudson, le nouveau commissaire à la production industrielle du président Franklin Roosevelt, a posé une question qui semblait absurde à première vue. Chrysler peut-il construire des chars? Le destinataire, K.F. Mann Tumasela, directeur général de Chrysler Corporation, a répondu avec une honnêteté brutale. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu une de ces choses. À cette époque, l'armée américaine possédait exactement 66 chars moyens. L'Allemagne nazie avait déployé plus de 3000 Panzers à travers l'Europe en un peu plus d'un an, écrasant la Pologne en 26 jours et la France en 6 semaines grâce à une guerre blindée coordonnée. La totalité de la force blindée américaine aurait pu être détruite avant le déjeuner, n'importe quel jour de la Blitzkrieg. Les mathématiques de la défaite étaient inscrites dans le sang sur les champs de bataille européens. Ce que ni Knudson ni Keller ne savaient, c'est que leur conversation déclencherait la transformation industrielle la plus profonde de l'histoire militaire. En 9 mois, Chrysler accomplirait ce que les arsenaux militaires n'avaient jamais réalisé. Les chars, ces monstres de 30 tonnes qui nécessitaient des mois de travail artisanal qualifié, sortèrent des chaînes de montage, une automobile toutes les 55 minutes au pic de production. Ce processus briserait toutes les hypothèses concernant la fabrication militaire et prouverait que le génie industriel américain pouvait lui-même militariser la production. Le défi a commencé par un problème fondamental. En juin 1940, les États-Unis se classaient au 19e rang en termes de puissance militaire derrière le Portugal. L'armée nationale possédait plus de chevaux que de chars. Le département des ordonnances, responsable du développement des armes, fonctionnait selon des méthodes de production inchangées depuis la Première Guerre mondiale. Les chars étaient assemblés à la main dans les arsenaux gouvernementaux. Chacune d'elles est une création sur mesure nécessitant des artisans spécialisés. L'arsenal de Rock Island, dans l'Illinois, pourrait produire peut-être 3 chars, moyens par mois, fonctionnant à pleine capacité. Chaque char a mis 12 semaines entre les matières premières et la préparation au champ de bataille. La production allemande de Panzer suivait des méthodes artisanales similaires, mais bénéficiait d'années de réarmement secret. En 1940, les fabricants allemands livraient 1400 chars par an dans plusieurs usines. La Grande-Bretagne, malgré une mécanisation plus rapide que l'Amérique, ne gérait que 1000 chars par an. Toutes les grandes puissances militaires considéraient les chars comme des systèmes d'armes sophistiqués nécessitant des maîtres artisans, des installations spécialisées et des mois d'assemblage minutieux. Keller a raccroché et a immédiatement appelé son ingénieur en chef, B. Hutchinson, ainsi que Frank Zeda, vice-président de l'ingénierie de Chrysler. Les 3 hommes se sont rassemblés dans le bureau de Keller dans l'heure. Ils étaient confrontés à une proposition impossible. L'armée voulait 1000 chars moyens. Il les voulait dans moins de 18 mois. Et il voulait que Chrysler construise une usine, conçoive des méthodes de production et livre des véhicules finis, à partir de zéro, connaissance absolue de la fabrication de chars. La première question de Hutchinson touchait au cœur du problème. Quel est le délai de production actuel d'un char? Zeta avait fait ses recherches. Rock Island Arsenal construit 3 M2A, un char moyen par mois, 12 semaines par unité, des artisans qualifiés tout au long, des composants montés à la main. Hutchinson a immédiatement fait les calculs. À ce rythme, 1000 chars nécessiteraient 277 ans de production. L'armée en avait besoin en 18 mois. La réponse de Keller définirait l'ensemble du programme. Nous ne construisons pas de chars à la manière de l'armée, nous les construisons à notre manière. S'ils veulent 1 millier de chars en 18 mois, ils doivent accepter les méthodes de production automobile, ce qui signifie que nous devons voir ce que nous construisons. En quelques jours, le trio a visité Rock Island Arsenal. Ils ont observé les ouvriers installer à la main les plaques de blindage, ajuster la tension des chenilles à l'aide de leurs yeux et de leur expérience, et usiner des pièces sur mesure pour tenir compte des variations de tolérance. Le modèle de production actuel était le char moyen M2A1, un véhicule de 19 tonnes équipé d'un canon de 37 mm.
Chaque réservoir nécessitait environ 8000 composants, individuels, tous fabriqués selon des tolérances lâches qui nécessitaient un ajustement qualifié lors de l'assemblage. Il n'y avait pas deux chars identiques. Keller a immédiatement reconnu le problème fondamental. Ce n'est pas de la fabrication, c'est de la sculpture. Chaque pièce dépend du savoir-faire de l'artisan. Vous ne pouvez pas faire évoluer cela. On ne peut pas former de nouveaux travailleurs assez vite. Et on ne peut certainement pas produire 1 millier de chars en 18 mois. Le trio retourna à Détroit et convoqua ce qu'ils appelèrent le Comité des chars, un groupe de travail secret chargé de résoudre ce problème impossible. Le comité comprenait Owen Skelton, ingénieur de production en chef de Chrysler, ainsi que des spécialistes de l'outillage, de la métallurgie et de la logistique. Ils travaillaient depuis une salle de conférence réquisitionnée dans les locaux de Highland Park, se réunissant quotidiennement, souvent toute la nuit. Leur avancée est venue du renversement de la question fondamentale. Au lieu de se demander comment construire des chars plus rapidement, ils ont demandé comment construire des chars différemment, louément. Skelton a exprimé cette idée. Une automobile, c'est 2000 lbires d'acier, de caoutchouc et de verre assemblés à partir de 5000 pièces. Nous en fabriquons 3000 par jour à Highland Park. Un réservoir, c'est 30 000 pièces d'acier assemblées à partir de 8000 pièces. La seule différence est ce que nous assemblons. Ce recadrage a tout changé. Si un char n'était qu'un autre assemblage mécanique, alors les principes de la production automobile pourraient s'appliquer. Mais cela nécessitait de repenser complètement la fabrication des chars à partir des premiers principes. Chaque composant aurait besoin d'être repensé pour une production de masse. Chaque séquence d'assemblage nécessiterait une réingénierie pour le travail en ligne et chaque étape de contrôle qualité devrait passer du jugement de l'artisan à des spécifications mesurables. Le comité a analysé la conception du M2A1 et a découvert que 60% du temps de production était consacré à l'ajustement et au réglage sur mesure. Les pièces fabriquées, selon les tolérances de l'arsenal militaire, variaient considérablement et l'assemblage nécessitait une adaptation constante. Hutchinson a proposé la solution révolutionnaire. Nous fabriquons chaque composant selon les tolérances automobiles. Ensuite, il s'emboîte sans ajustement. Cela semblait impossible aux ingénieurs militaires. Les composants du réservoir ont été soumis à des contraintes dépassant celles des pièces automobiles. La fabrication de précision selon les tolérances automobiles nécessiterait de nouveaux outils, de nouveaux fournisseurs et de nouvelles méthodes de contrôle. Qualité. Mais le temps de production total chuterait. Un réservoir nécessitant 500 heures hommes de temps d'assemblage avec un ajustement manuel pourrait tomber à peut-être 150 heures hommes avec des composants de précision simplement boulonnés ensemble. Skelton a poussé le concept plus loin. Si nous traitons de cette production automobile, nous avons besoin d'une chaîne de montage, et non d'une série de postes de travail où les artisans se rassemblent autour d'un réservoir stationnaire. Une ligne mobile qui amène du travail à des ouvriers stationnaires, chacun effectuant une opération spécifique. En novembre 1940, le comité avait élaboré ce qu'il appelait la méthode Chrysler pour la production de chars. Chaque composant majeur serait fabriqué selon des tolérances de précision à l'aide de machines-outils automobiles. Les plaques de blindage seraient standardisées et interchangeables. La coque serait soudée à l'aide de gabarits de production plutôt que montée à la main. La tourelle serait montée sur des anneaux standardisés. La transmission utiliserait autant de composants automobiles existants que possible. Et l'assemblage final aurait lieu sur une ligne mobile dotée de postes de travail spécialisés. Keller a présenté la méthode Chrysler au département des ordonnances de l'armée en novembre 1940. Les ingénieurs militaires étaient sceptiques, voire hostiles. Les tolérances automobiles n'étaient pas suffisamment robustes pour les véhicules de combat. Le déplacement des chaînes de montage créerait des problèmes de contrôle qualité. L'armure soudée était inférieure à la construction rivetée. Et le taux de production proposé de 10 chars par jour était un fantasme. Keller avait un argument irréfutable. Il faut 1000 chars en 18 mois. Nous pouvons les livrer. Quelqu'un d'autre peut-il le faire? Le service des ordonnances n'a pas pu répondre à cette question par l'affirmative. Fin novembre 1940,
Chrysler obtient un contrat sans précédent. L'armée financerait la construction d'une usine de chars spécialement conçue à cet effet. Chrysler concevrait, équiperait et exploiterait l'installation. Le contrat comportait une exigence supplémentaire. L'armée a insisté pour que les nouvelles installations soient conçues par Albert Kahn, l'architecte de Détroit, qui avait révolutionné la conception des usines. Les travaux antérieurs de Kahn comprenaient l'usine Ford Highland Park et le complexe River Rouge, des installations qui avaient permis la production automobile en série à une échelle sans précédent. Albert Kahn avait 71 ans en 1940. Il était un immigrant juif allemand arrivé à Détroit en 1881 à l'âge de 11 ans. Il n'avait jamais fréquenté d'école d'architecture et avait appris son métier en tant qu'apprenti. En 1940, sa société Albert Kircht Associates employait 600 architectes et ingénieurs et avait conçu 19% de toutes les usines industrielles conçues par des architectes aux États-Unis. Le génie de Kahn résidait dans le fait de traiter les usines comme des machines elles-mêmes. Ses conceptions maximisaient la lumière naturelle, optimisaient le flux des matériaux et créaient des espaces sans colonnes permettant des configurations de production flexibles. Il a été le pionnier de l'utilisation du béton armé, qui permettait des planchers ouverts plus grands et une construction plus rapide que les bâtiments traditionnels à ossature d'acier. Lorsque Keller contacta Kahn au sujet de l'arsenal de chars début juillet 1940, il lui exposa des exigences qui semblaient incompatibles. L'installation devait être suffisamment massive pour abriter une chaîne complète d'assemblage, de réservoirs, ainsi que la fabrication de composants. Il a fallu des mois pour le construire afin de respecter la date limite d'avril. Il devait être résistant aux bombes et pouvoir être converti en production civile après la fin de la guerre. Kahn a accepté la commission et a jeté toute son entreprise sur le problème. Les équipes ont travaillé 18 heures par jour pour produire des dessins pour ce qui allait être appelé l'usine de réservoir Detroit Arsenal. Le bâtiment principal mesurerait 1,25 million de pieds carrés sous un même toit, ce qui en ferait l'une des plus grandes structures industrielles au monde. La conception incorporait des murs en béton de 3 pieds d'épaisseur dans les zones critiques, suffisamment épais pour survivre au bombardement. Le toit serait renforcé par des fermes en acier conçues pour détourner les explosions de bombes des fenêtres et des systèmes de ventilation. L'aménagement de l'installation incarnait la méthode Chrysler. Une chaîne de montage principale s'étendrait sur près d'1 kilomètre sur toute la longueur du bâtiment. Les lignes d'alimentation amèneraient les principaux composants à la ligne principale à des intervalles précis. Les ateliers d'usinage occuperaient les sections nord, produisant des composants de transmission et des pièces de précision. Des baies de soudage rempliraient les sections sud où les coques blindées et les tourelles seraient fabriquées. L'ensemble de la conception permettait aux matériaux de s'écouler dans une seule direction, depuis l'acier brut à l'extrémité ouest jusqu'au réservoir fini déployé vers l'est. Les plans de Kahn incluaient une innovation que les ingénieurs militaires n'avaient jamais envisagée. La chaîne de montage serait enfouie sous le niveau du sol, créant une tranchée d'environ 4 pieds de profondeur. Les chars seraient montés sur des supports spéciaux dans cette tranchée, permettant aux ouvriers d'accéder au-dessous sans vérin ni fosse. Ce choix de conception unique permettrait d'économiser des centaines d'heures par réservoir en simplifiant considérablement l'installation de la suspension et de la transmission. Le 9 septembre 1940, l'inauguration des travaux a eu lieu sur 113 acres d'anciennes terres agricoles dans le canton de Warren, dans le Michigan, juste au nord de Détroit. Le site avait été choisi pour sa proximité avec les installations existantes de Chrysler et son accès aux voies ferrées. La construction a commencé immédiatement et s'est déroulée à un rythme qui semblait imprudent. Plusieurs entrepreneurs travaillaient simultanément, se précipitant pour couler les fondations, ériger les murs et installer les services publics. L'utilisation par Kahn du béton armé a permis une construction rapide. Chaque section a suffisamment durci pour supporter la charge en quelques jours. En février 1941, la structure du bâtiment principal était terminée, mais loin d'être terminée. Les murs étaient relevés, mais les fenêtres n'étaient pas installées.
Le toit était terminé, mais les systèmes intérieurs restaient incomplets. Néanmoins, Chrysler a commencé à déplacer du matériel dans l'usine. Les machines-outils sont arrivées par chemin de fer et ont été installées alors même que la construction se poursuivait autour d'elle. L'aspect le plus remarquable était le timing. Chrysler s'était engagé à livrer le premier char d'ici avril 1941, mais l'usine ne serait achevée qu'en mai, au plus tôt. Keller a pris une décision qui allait devenir légendaire. Nous construirons les premiers chars à l'intérieur d'un bâtiment inachevé. Cela a créé des conditions de travail bizarres cet hiver-là. Le climat du Michigan en février et mars est extrêmement froid, avec des températures souvent inférieures à 0. L'arsenal de Détroit avait des murs et un toit, mais aucun système de chauffage n'était encore installé, et les fenêtres étaient encore en cours d'installation. Les ouvriers assemblaient les chars tout en portant des manteaux épais, leur souffle étant visible dans l'air glacial. La solution était improvisée, mais efficace. Une locomotive à vapeur a été amenée à l'intérieur du bâtiment, sa chaudière fournissant de la chaleur à la zone de travail immédiate. L'image d'une locomotive à vapeur à l'intérieur d'un bâtiment d'usine, crachant de la vapeur pour réchauffer les ouvriers, qui assemblent des réservoirs, capture la détermination qui anime le programme. Ce n'était pas une planification minutieuse, c'était une volonté industrielle qui forçait la réalité à se plier. Pendant ce temps, le comité des chars résolvait des problèmes techniques. La transmission a constitué le premier obstacle majeur. La transmission du M2A1 a été conçue pour un assemblage manuel. Les ingénieurs de Chrysler l'ont redessiné en utilisant les principes automobiles, créant une unité pouvant être assemblée sur une ligne dédiée et installée comme un module complet. La refonte a réduit le temps d'assemblage de 40 heures à 4. Le système de suspension a nécessité une refonte similaire. Les ingénieurs de Chrysler ont standardisé chaque composant et créé des accessoires permettant le préassemblage et les tests avant l'installation. Un bogie à suspension complète pouvait désormais être construit en 2 heures et boulonné à la coque en 20 minutes. La coque blindée représentait peut-être le plus grand défi. Les coques de chars traditionnelles étaient rivetées ensemble à partir de plusieurs plaques, chaque rivet nécessitant un perçage et une installation manuelle. Ce processus a pris des semaines et a créé une faiblesse, car les rivets pouvaient se briser sous l'impact, projetant des fragments mortels à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Chrysler a proposé des coques entièrement soudées. L'armée s'y est vigoureusement opposée. Les armures soudées n'avaient jamais été testées au combat. Le soudage créait un stress thermique, susceptible de compromettre la protection du blindage, et le soudage nécessitait des opérateurs qualifiés. Chrysler a contré chaque objection méthodiquement. Ils ont produit des soudures d'essai qui se sont révélées plus résistantes que les joints rivetés lors d'essais balistiques. Ils ont développé des procédés de traitement thermique qui éliminent les problèmes de stress. Et ils ont démontré que des ouvriers semi-qualifiés pouvaient réaliser des soudures acceptables après seulement 2 semaines de formation en utilisant des gabarits de production qui positionnaient parfaitement chaque pièce. En mars 1941, la production de composants était en cours. Le réservoir qui serait déployé en avril serait assemblé à partir de pièces fabriquées dans plusieurs usines Chrysler et amené à Warren pour l'assemblage final. La situation du moteur nécessitait une résolution créative des problèmes. Le M2A1 utilisait le moteur d'avion radial Continental R975, une centrale électrique fiable, produisant 400 chevaux. Mais Continental ne pouvait pas produire de moteur F assez. Chrysler avait besoin d'une alternative. La solution est devenue de l'ingénieur Harry Wilson. Chrysler développait un nouveau moteur 6 cylindres en ligne produisant 115 chevaux. Wilson a proposé de combiner 5 de ces moteurs en une seule centrale. Le concept semblait absurde. Relier 5 moteurs distincts pour entraîner un seul arbre de sortie a créé d'énormes défis techniques. Mais les ingénieurs de Chrysler aimaient les problèmes complexes. Sous la direction de Wilson, ils créèrent ce qui allait devenir le moteur multibanc A57. L'A57 utilisait 5 moteurs 6 cylindres en ligne complet, disposés selon un motif circulaire autour d'un carter d'engrenage central.
Chaque moteur entraînait un engrenage, qui engraine avec un engrenage de sortie centrale. L'ensemble de l'assemblage produisait 425 chevaux bruts et 370 chevaux nets à partir de 30 cylindres d'une cylindrée de 1253 pouces. C'était bizarre, complexe et complètement sans précédent. C'était aussi génial. Le moteur multibanque a résolu plusieurs problèmes simultanément. Il a utilisé des outils et des composants existants permettant une production immédiate. Cela ne nécessitait aucun matériau exotique ni fabrication spécialisée. Et il pourrait être assemblé par des ouvriers relativement peu qualifiés suivant des procédures claires. L'armée le détestait par principe, le qualifiant d'engin de Rube Goldberg, mais elle ne pouvait pas contester le calendrier de production. Le 12 avril 1941, un jour avant le dimanche de Pâques, l'usine de chars de l'Arsenal de Détroit restait inachevée. Certaines parties du bâtiment manquaient de murs. Les fenêtres étaient absentes partout. Le système de chauffage était encore incomplet. Mais sur la chaîne de montage, le premier char moyen M3, construit par Chrysler, était terminé. Le M3 représentait une évolution du M2A1, montant un canon plus grand de 75 mm dans un sponsor de coque et un canon de 37 mm dans une tourelle entièrement rotative. La conception était déjà obsolète, un compromis entre une technologie éprouvée et une nécessité urgente, mais c'était le premier char jamais produit sur une chaîne de montage de type automobile. La livraison officielle a été marquée par une cérémonie appropriée 12 jours plus tard. Le 24 avril 1941, la M3 achevée fut conduite devant l'usine encore inachevée, devant une foule de responsables militaires, de dirigeants de Chrysler, d'hommes politiques locaux et d'ouvriers. Keller montait dans le char alors qu'il émergeait sous le soleil printanier. La manifestation qui a suivi avait pour but d'impressionner les observateurs militaires sceptiques. Le M3 de 28 tonnes a accéléré sur le terrain d'essai, a franchi des obstacles, a tiré avec ses armes et a généralement démontré que les méthodes de production n'avaient pas compromis la capacité de combat. Une maquette de ferme a été détruite lorsque le char l'a traversé directement. Ce que la manifestation n'a pas montré est plus significatif. Derrière ce char terminé se trouvait un système de production différent de tout ce que le monde militaire avait jamais vu. La chaîne de montage était désormais opérationnelle. La production de composants s'accélère. Des réseaux de fournisseurs étaient établis et des centaines de travailleurs apprenaient leurs tâches spécialisées. En mai 1941, la production augmenta à un char tous les 2 jours. En juin, un char sortait quotidiennement des chaînes. En juillet, 2 réservoirs par jour sont devenus monnaie courante. Chrysler résolvait simultanément le défi des fournisseurs. Un seul réservoir nécessitait environ 8000 composants. Chrysler ne pouvait pas tout fabriquer en interne. B. Hutchinson a dirigé les efforts de développement des fournisseurs, voyageant à travers le Michigan et les États voisins. Son discours était direct. Nous avons besoin de pièces fabriquées selon ces spécifications, dans ces quantités selon ce calendrier. Pouvez-vous le faire? De nombreux fournisseurs ont hésité face aux exigences, mais Hutchinson a proposé quelque chose de précieux en retour. Assistance technique, paiement anticipé des outillages et contrats garantis. Le réseau de fournisseurs s'est développé tout au long de 1941, pour finalement englober plus de 400 entreprises réparties dans 32 États. Une fonderie de Pennsylvanie produisait des carters de transmission finale. Les ateliers d'usinage du Wisconsin fabriquaient des axes de chenilles. Une forge de l'Ohio fournissait des plaques de blindage. La transformation de la main-d'œuvre s'est accompagnée du développement de la chaîne d'approvisionnement. En juin 1940, Chrysler n'employait aucun ouvrier ayant une expérience dans la fabrication de chars. En août 1941, l'Arsenal de Détroit employait 5800 ouvriers, la plupart apprenant l'assemblage de chars à partir de zéro. Chrysler a créé des écoles de formation où les nouveaux travailleurs apprenaient des opérations spécifiques avant de passer à l'atelier de production. Un travailleur chargé d'installer les supports de transmission a passé 2 jours à s'entraîner sur des supports de formation avant de toucher un véritable réservoir. Cela a permis une intégration rapide avec une perte de productivité minimale.
En septembre 1941, l'arsenal de Détroit produisait 4 chars par jour. Le char moyen M3 faisait ses preuves en Afrique du Nord. Les unités britanniques recevant des M3 dans le cadre d'un pré-bail l'ont surnommé Grant d'après le SRAN d'Ulysses. Ils apprécièrent sa fiabilité, mais critiquèrent sa silhouette haute et son canon principal monté sur un flotteur. Les ingénieurs de Chrysler travaillaient déjà sur le remplacement de la M3. Le comité des chars avait reconnu dès le début que le M3 était transitoire. Le sponson a monté une traversée limitée du canon et a rendu le char inutilement ALL. Une meilleure conception montrait le canon principal dans une tourelle entièrement rotative. En collaboration avec les ingénieurs de l'armée, Chrysler a développé ce qui allait devenir le M4 Sherman, le char américain le plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Le M4 utilisait la coque et la suspension de base du M3, mais montait un canon de 175 mm dans une tourelle rotative. Le passage de la production M3 à la production M4 a démontré la flexibilité de la production de masse. Plutôt que de fermer ses portes pour se rééquiper, l'arsenal de Détroit a progressivement introduit les composants M4 tout en complétant les contrats M3. En février 1942, la ligne ne produisait que des M4 Sherman. Le M4 Sherman a été conçu dès le départ pour une production de masse. Les ingénieurs de Chrysler ont influencé chaque aspect de la conception pour maximiser la fabricabilité. La coque utilisait de grandes pièces moulées ou des sections soudées qui nécessitaient un ajustement manuel minimal. La tourelle l'a été coulée d'une seule pièce dans des fonderies spécialisées. La transmission utilisait des composants standardisés avec des pièces interchangeables. Même les chenilles ont été conçues pour une production rapide. Le 7 décembre 1941 a tout changé. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor a plongé l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. La montée en puissance prudente de la production s'est transformée en une course désespérée. Les besoins en chars de l'armée ont explosé du jour au lendemain. Les 1000 chars qui semblaient ambitieux en 1940 devinrent totalement insuffisants en 1942. Chrysler répondit en accélérant la production. L'installation, qui produisait 4 chars par jour en septembre 1941, en produisait 12 par jour en mars 1942. En juillet, 18 chars sortaient quotidiennement de la chaîne. L'accélération de la production a nécessité la résolution d'innombrables problèmes. Des goulots d'étranglement apparaissaient constamment car les différentes opérations ne parvenaient pas à suivre le rythme. Une pénurie de soudeurs qualifiés a ralenti la production de coques jusqu'à ce que Chrysler crée des écoles de soudage qui dispensent chaque semaine un diplôme à 50 opérateurs formés. La disponibilité des machines-outils limitait la production de composants jusqu'à ce que Chrysler organise une livraison prioritaire. Owen Skelton, promu directeur général de la fabrication, a mis en place un système appelé accélération de la production. Des équipes d'ingénieurs ont surveillé chaque opération dans l'atelier de production, identifiant les goulots d'étranglement en quelques heures et mettant en œuvre des correctifs en quelques jours. La culture de l'arsenal de Détroit est devenue intensément axée sur les chiffres. Les totaux de production quotidiens étaient affichés bien en vue. Les ouvriers savaient exactement combien de chars avaient été achevés ce jour-là, cette semaine, ce mois-là. Une concurrence est apparue entre les équipes, chacune essayant de dépasser les totaux de production des autres. Décembre 1942 a vu l'arsenal de Détroit réaliser ce que beaucoup prétendaient impossible. Au cours de ce seul mois, 896 chars, Sherman sont sortis des chaînes de montage et ont été livrés à l'armée. Cela représentait 29 réservoirs par jour, un rythme qui dépassait toutes les autres usines de réservoirs américaines réunies. L'arsenal de Détroit dépassait à lui seul l'ensemble de l'industrie allemande des chars. La réussite est le fruit d'une optimisation incessante. La chaîne de montage fonctionnait désormais avec une précision mécanique. Les chars se déplaçaient de station en station toutes les 55 minutes. Les travailleurs avaient affiné leurs opérations au fil des mois de répétition. Les fournisseurs ont livré des composants avec une telle fiabilité que les stocks ont pu être minimisés. Le contrôle qualité est devenu une science dans laquelle les inspecteurs
vérifie trop les dimensions et l'ajustement à chaque étape. Le mois de 896 chars représentait le pic de l'efficacité de la production en temps de guerre. Alors que les mois suivants ont vu une production élevée et soutenue, décembre 1942 est resté le record mensuel pour la durée de la guerre. Cela démontrait que la production de chars était passée d'artisanale à industrielle. Le succès de l'arsenal de Détroit a créé une demande pour sa réplication. L'armée souhaitait davantage de capacités de production de chars réparties géographiquement. Plusieurs usines de réservoirs supplémentaires ont été construites, notamment des installations exploitées par General Motors, Prest Steel Car Company et Pacific Car and Foundry. Chaque usine a adopté l'approche de la chaîne de montage et des méthodes de fabrication de précision, mais l'arsenal de Détroit est resté unique par son volume de production et son efficacité. À la fin des guerres, en août 1945, l'usine avait produit 22 234 chars de différents modèles. Cela représentait environ 25% de tous les chars construits aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chars eux-mêmes ont évolué continuellement. Le Sherman a connu plusieurs variantes, chacune intégrant des améliorations. Le M4A1 présentait une coque moulée. Le M4A2 utilisait 2 moteurs diesel pour améliorer le rendement énergétique en service britannique et soviétique. Le M4A3 était équipé du moteur Ford GAV8. Le M4A4 utilisait le moteur multibanque Chrysler A57. Chaque variante nécessitait des modifications sur la chaîne de production, mais le processus d'assemblage de base restait constant. Cette flexibilité était un autre avantage. La production artisanale nécessitait des compétences en reconstruction pour chaque changement de conception. La production à la chaîne nécessitait simplement de modifier les montages et de mettre à jour les instructions de travail. La réputation du Sherman a été sans cesse débattue. Il était inférieur aux chars allemands, le Tigre et le Panther, en termes de protection blindée et de puissance de canon. Les équipages des Sherman ont fait face à des obstacles terrifiants lors de combats directs contre ceux-ci. Véhicules plus anciens. Mais le Sherman présentait des avantages qui comptaient davantage dans l'ensemble. Il était fiable et maintenait bien mieux sa préparation opérationnelle que les chars allemands. Il était facile à réparer avec des composants standardisés et des équipes de maintenance bien formées. Et surtout, il était disponible en très grand nombre. Les mathématiques de Pruining de production racontaient l'histoire stratégique. L'Allemagne a produit environ 24 000 chars de combat principaux entre 1939 et 1945. L'Union soviétique a construit environ 105 000 chars au cours de la même période. La Grande-Bretagne en a géré environ 28 000. Les États-Unis, entrés dans la production à grande échelle en 1942, construisirent environ 88 000 à 90 000 chars en 1945. L'arsenal de Détroit produisait à lui seul environ un quart de la production américaine. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La véritable transformation réside dans la manière dont les chars sont produits. Avant 1940, toutes les grandes puissances considéraient la fabrication de chars comme un travail militaire spécialisé nécessitant des années d'expérience et des arsenaux gouvernementaux. Après Detroit Arsenal, la production de chars était considérée comme un travail industriel nécessitant des compétences en ingénierie et une expertise en production. Ce changement philosophique a eu de profondes implications. Cela signifiait que la production pouvait être augmentée rapidement en faisant appel à l'industrie privée. Cela signifiait que les travailleurs pouvaient être formés en quelques semaines plutôt qu'en années. Cela signifiait que les chaînes d'approvisionnement pouvaient être réparties sur des continents entiers. Et cela signifiait que la capacité de production pouvait être maintenue même si les travailleurs expérimentés entraient au service militaire. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Chrysler a continué à exploiter l'arsenal de Détroit dans le cadre d'un contrat gouvernemental. La production de chars cessa temporairement, mais reprit avec la guerre de Corée. De 1952 à 1954, l'usine a produit 3 443 chars brevetés M47. Dans les années 1960, elle fabriquait des chars M60. En 1979, elle commença à produire des composants pour le M1 Abrams. En 1982, face à des pressions financières, Chrysler vendit sa division défense à General Dynamics
pour 336 $. General Dynamics a continué la production de chars à l'Arsenal jusqu'en 1996, date à laquelle la consolidation a transféré les opérations à l'usine de chars de l'armée Le Mur, dans l'Ohio. Le site de Detroit Arsenal héberge aujourd'hui le TICOM Life Cycle Management Command de l'armée américaine et le Combat Capabilities Development Command Ground Vehicle Systems Center. Un monument historique du Michigan commémore le rôle du site, soulignant qu'il a produit plus de 22 000 chars et prouvé que la puissance industrielle américaine pouvait être militarisée. Les personnages clés de l'histoire ont connu des destins variés. Kaufman Tumela a continué à diriger Chrysler pendant les années de guerre, devenant président en 1950. Il prend sa retraite en 1956. Albert Kahn décède le 8 décembre 1942, quelques mois seulement après que l'arsenal de Détroit ait atteint son pic de production. Ces innovations architecturales ont influencé la construction industrielle tout au long du XXe siècle. William Knudson a servi tout au long de la guerre en tant que lieutenant général dans l'armée américaine. Mis en service le 28 janvier 1942, grade le plus élevé jamais attribué à quelqu'un qui n'est pas encore au service militaire. Il mourut en 1948. Les chars Sherman, construits à l'arsenal de Détroit, servirent sur tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale. Ils débarquèrent sur les plages normandes le jour J. Ils combattirent à travers la France et l'Allemagne. Ils ont traversé le Pacifique d'île en île avec des unités du corps des Marines. Ils ont servi dans les armées britanniques, canadiennes, libres, soviétiques et chinoises dans le cadre d'un pré-bail. De nombreux Sherman ont survécu à la guerre et sont restés en service pendant des décennies. Israël a utilisé des Sherman modifiés lors de la guerre des 6 jours de 1967 et de la guerre de Yom Kippur en 1973. Les pays sud-américains ont exploité des Sherman jusque dans les années 1980. Quelques-uns sont encore en état de marche aujourd'hui, préservés comme monuments d'une époque où la capacité industrielle déterminait la puissance militaire. La transformation de la fabrication de chars d'artisanat en industrie s'est produite parce qu'une poignée d'ingénieurs et d'industriels ont refusé d'accepter les idées reçues. Ils ne voyaient aucune différence fondamentale entre assembler une automobile et assembler un char. Tous deux étaient des dispositifs mécaniques construits à partir de milliers de composants. Les deux pourraient être fabriqués sur des chaînes de montage en mouvement par des ouvriers spécialisés effectuant des opérations spécifiques. Cette idée, simple rétrospectivement, était révolutionnaire en 1940. Il fallait regarder au-delà des différences superficielles pour voir les similitudes sous-jacentes. Il a fallu du courage technique pour repenser l'équipement militaire malgré la résistance militaire, et il a fallu de la confiance industrielle pour s'engager dans des méthodes de production qui n'avaient jamais été tentées à une telle échelle. Le succès de l'arsenal de Détroit a validé les idées antérieures d'Henry Ford sur la production de masse tout en les étendant à de nouveaux domaines. Ford avait prouvé que des pièces interchangeables et des chaînes de montage mobile pouvaient produire des automobiles à un volume sans précédent et à un faible coût. Chrysler a prouvé que ces méthodes pouvaient produire des instruments de guerre avec la même efficacité. Cette possibilité a transformé l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Sans chars produits en masse, les forces terrestres américaines auraient combattu avec un grave désavantage numérique. La Grande-Bretagne aurait eu du mal à compenser ses pertes. L'Union soviétique a bénéficié de milliers d'Américains au fait des Sherman. La capacité de produire 88 000 à 90 000 réservoirs en 4 ans était unique à la capacité industrielle américaine, et environ un quart provenait d'une seule usine de Warren, dans le Michigan. La réalisation invisible était peut-être plus grande que la réalisation visible. L'arsenal de Détroit ne s'est pas contenté de construire des chars. Cela s'est avéré un concept. Cela a démontré que l'industrie privée pouvait résoudre les problèmes gouvernementaux plus rapidement et plus efficacement que le gouvernement ne pouvait les résoudre lui-même. Cela montrait que l'expertise en ingénierie comptait plus que la tradition militaire.
Cela a confirmé l'idée selon laquelle la capacité industrielle américaine, si elle était correctement mobilisée, représentait un avantage pour gagner la guerre. Cette validation a façonné la stratégie américaine d'après-guerre. Le concept du maintien d'une capacité industrielle pouvant être rapidement convertie en production militaire est devenu central dans la planification de la guerre froide. L'idée selon laquelle l'industrie américaine pouvait surpasser n'importe quel adversaire potentiel est devenue une doctrine, et la relation entre les entrepreneurs privés et l'approvisionnement militaire qui a commencé avec le contrat avec l'arsenal de Détroit est devenue une structure permanente. Les ingénieurs qui ont rendu possible l'arsenal de Détroit pratiquaient la pensée systémique avant que le terme n'existe. Ils n'ont pas seulement résolu des problèmes individuels, ils ont conçu un système complet dans lequel les composants, les fournisseurs, les travailleurs, les processus d'assemblage et le contrôle qualité fonctionnaient comme un tout intégré. Chaque élément a été optimisé, non pas isolément, mais dans le cadre d'un système de production plus vaste. Cette approche systémique était visible dans d'innombrables détails. La tranchée en contrebas de la chaîne de montage a éliminé un goulot d'étranglement lors de l'assemblage du train de roulement. Le réseau de fournisseurs a créé de la résilience en répartissant la production sur plusieurs zones géographiques et entre plusieurs entreprises. Le système de formation a créé une réserve de main-d'œuvre qualifiée qui pourrait remplacer les pertes et soutenir l'expansion. Chaque élément a été conçu à l'échelle. Lorsque la production devait doubler, le système pouvait absorber cette augmentation en ajoutant des équipes, en augmentant les commandes des fournisseurs et en formant davantage de travailleurs. Lorsque de nouvelles variantes de réservoirs ont été introduites, le système a pu s'adapter en modifiant les équipements et en mettant à jour les procédures. La mesure ultime du succès était l'amélioration de l'efficacité au fil du temps. Le premier char M3 construit en avril 1941 a nécessité environ 500 heures de travail. En décembre 1942, les M4 Sherman étaient construits en environ 150 heures TACOM. Cette amélioration de la productivité de plus de 300% est le résultat d'une optimisation continue. Chaque mois, les ingénieurs étudiaient les données de production, identifiant les opérations trop longues ou produisant des défauts. Ils ont analysé pourquoi les travailleurs avaient des difficultés avec des tâches particulières et ont repensé les installations ou les procédures. Ils ont remis en question chaque décision, se demandant s'il existait un moyen plus rapide, plus simple et meilleur. Cette culture d'amélioration continue empruntée à la production automobile civile était étrangère aux arsenaux militaires habitués à des procédures immuables, mais elle était essentielle pour atteindre les volumes de production qu'exigeait la guerre. Le coût financier était important, mais modeste par rapport aux résultats. La construction initiale de l'installation a coûté environ 20 millions de dollars. L'équipement et l'outillage ont ajouté 30 millions de dollars supplémentaires. À la fin de la guerre, l'investissement total dépassait les 100 millions de dollars, mais les 22 234 chars produits représentèrent une valeur dépassant les 2 milliards de dollars. Le retour sur investissement a été énorme à tous points de vue. La valeur stratégique était plus importante que le rendement financier. La capacité de production de l'arsenal de Détroit permettait aux forces terrestres américaines de combattre avec une supériorité numérique en véhicules blindés. Cet avantage était crucial dans les campagnes allant de l'Afrique du Nord à l'Allemagne. Sans la capacité de production créée à l'arsenal de Détroit et dans des installations similaires, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. L'histoire de l'arsenal de Détroit consiste, en fin de compte, à voir des possibilités que d'autres ont manquées. Lorsque Keller a dit à Knudson qu'il n'avait jamais vu une de ces choses, il reconnaissait son ignorance, mais pas son incapacité. Les ingénieurs de Chrysler ne savaient pas comment construire des réservoirs, mais ils savaient comment construire des assemblages mécaniques complexes à partir de milliers de composants. Cette confiance dans le fait que l'ingénierie pouvait résoudre n'importe quel problème de production était typiquement américaine. Les fabricants européens acceptaient que les chars étaient intrinsèquement différents des produits civils nécessitant des installations spécialisées et des compétences artisanales. Les industriels américains ne voyaient que des machines qui pouvaient toutes être décomposées en composants
processus et séquences d'assemblage. L'arsenal de Détroit a pleinement validé cette philosophie. En 9 mois, Chrysler est passé de la production de 0 réservoir à la livraison de véhicules finis. En 18 mois, ils produisèrent des chars à des cadences dépassant les exigences. En 3 ans, ils avaient livré plus de chars que la plupart des pays n'en avaient produit pendant toute la guerre. Les ingénieurs et les ouvriers qui ont rendu cette réalisation possible étaient des gens ordinaires accomplissant un travail extraordinaire. Ce n'étaient pas des héros au sens conventionnel du terme. Ils n'ont pas pris d'assaut les plages ni libéré les camps de concentration, mais ils ont aussi construit les... C'est cela qui a rendu ces réalisations possibles. Cette démocratisation de la production militaire était en elle-même révolutionnaire. Dans les guerres précédentes, les armes provenaient d'arsenaux spécialisés exploités par des maîtres artisans. La production était limitée par la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armes américaines provenaient d'usines automobiles et de dizaines d'industries civiles converties à la production militaire. Les ouvriers étaient des femmes au foyer, de récents diplômés du secondaire, des agriculteurs et des commis de magasins qui apprenaient des opérations spécifiques et les exécutaient de manière répétée. L'arsenal de Détroit était le symbole et la preuve de cette transformation. Cela montrait que l'industrie privée pouvait construire des équipements militaires plus efficacement que les arsenaux gouvernementaux. Il a démontré que les méthodes de production développées pour les biens civils pouvaient s'appliquer aux armes de guerre. Il a validé le concept d'arsenal démocratique et établi que dans la guerre moderne, la capacité industrielle était aussi importante que la stratégie militaire. Aujourd'hui, la plupart des passants qui passent devant le site n'ont aucune idée de ce qui s'y est passé, mais l'héritage persiste de manière moins visible. Le char M1 Abrams est construit selon des méthodes de production directement dérivées de celles développées à Détroit et Arsenal. La fabrication militaire moderne repose sur des entrepreneurs privés utilisant des techniques de production industrielle. L'intégration des réseaux de fournisseurs, de la fabrication de précision et de la production à la chaîne, lancée par Chrysler, reste une pratique courante. La transformation de l'artisanat en industrie, qui a commencé sur ses 113 acres à Warren, dans le Michigan, a fondamentalement changé la façon dont les nations équipent leurs armées. Cela a prouvé que l'expertise en ingénierie pouvait résoudre des problèmes apparemment impossibles, en refusant d'accepter les limitations conventionnelles. Il a montré que les principes de production pouvaient s'appliquer aux équipements militaires les plus complexes. Et cela a démontré que la capacité industrielle américaine, lorsqu'elle était correctement mobilisée, pouvait produire les outils de la victoire en quantité qui écrasait n'importe quel adversaire. C'est l'arme invisible qui a contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale. Pas une technologie supérieure, ni de meilleures tactiques, ni davantage de ressources, même si tout cela comptait. L'avantage décisif était la capacité de traiter la guerre comme un problème industriel et de la résoudre par des méthodes industrielles. Kaufman Keller, répondant à cet appel téléphonique le 7 juin 1940, n'aurait pas pu imaginer où son aveu honnête le mènerait, mais en disant qu'il ne savait pas, mais qu'il le découvrirait, il a exprimé la confiance qui a rendu la victoire possible. Les ingénieurs qui ont conçu le système de production, les ouvriers qui l'exploitaient et les fournisseurs qui l'alimentaient étaient tous engagés dans une réalisation collective qui a changé la guerre elle-même. Ils ont prouvé que les chars pouvaient sortir des chaînes de montage des voitures. Ils ont montré que la complexité n'était pas un obstacle à la production de masse et que le génie industriel américain, lorsqu'il était mis à l'épreuve, pouvait accomplir ce que les traditions militaires considéraient comme impossible. L'histoire mérite d'être rappelée non seulement pour ce qui a été produit, mais aussi pour la façon dont la production a été transformée. L'arsenal de Détroit n'était pas seulement une usine de chars, c'était la preuve que la pensée technique pouvait résoudre n'importe quel problème si les bonnes personnes posaient les bonnes questions et refusaient d'accepter que l'impossible signifiait autre chose que ne pas avoir encore essayé. Les chars ont pour la plupart disparu, mis au rebut ou conservés dans des musées. L'usine a été en grande partie démolie. Les ouvriers sont décédés, mais la méthode demeure.
L'idée selon laquelle des ensembles mécaniques complexes peuvent être produits en série, quel que soit leur objectif, survit dans toutes les usines modernes. Et la confiance que l'ingénierie peut résoudre les problèmes de production perdure chez chaque concepteur industriel qui examine un produit complexe et se demande non pas pouvons-nous le construire, mais comment pouvons-nous le construire de manière efficace, fiable et à grande échelle. Cette question posée et répondue à l'Arsenal de Détroit entre 1940 et 1945 a changé le monde. Cela a rendu possible une guerre de masse. Il a validé les méthodes industrielles américaines comme étant supérieures aux traditions artisanales européennes. Cela a prouvé que l'industrie privée pouvait surpasser la production des arsenaux gouvernementaux. Et cela a montré que lorsque les ingénieurs sont confrontés à des problèmes impossibles, ils les résolvent parfois en refusant de reconnaître l'impossibilité. C'est pourquoi l'histoire est importante. Non pas parce que les chars sont intéressants, même s'ils le sont. Non pas parce que la Seconde Guerre mondiale est importante, même si elle l'était, mais parce que l'arsenal de Détroit représente une façon de penser les problèmes qui restent puissants aujourd'hui. Voyez les similitudes sous-jacentes, pas les différences superficielles. Appliquer des méthodes éprouvées à de nouveaux domaines, à des systèmes de conception, et pas seulement à des composants. Et n'acceptez jamais que quelque chose ne puisse pas être fait simplement parce que cela n'a pas été fait auparavant. En 9 mois, Chrysler n'avait jamais vu de char et en produisait sur des chaînes de montage. En 18 mois, ils ont dépassé toutes les attentes. En 4 ans, ils ont construit plus de chars que la plupart des pays n'en ont produit pendant toute la guerre. Cela a été possible parce que les ingénieurs se sont penchés sur un problème militaire et ont vu un défi industriel. Ils ont refusé de se laisser contraindre par la tradition, les conventions ou le pessimisme. Ils ont résolu le problème qui reste l'héritage le plus important. Pas les chars qu'il a construits, mais la preuve qu'il a fourni que la confiance en ingénierie, la capacité industrielle et la réflexion systématique peuvent accomplir ce qui semble impossible. Quand quelqu'un dit que cela n'est pas possible, la bonne réponse est souvent « montre-moi pourquoi pas » et trouvons-le. Cette réponse, appliquée de manière cohérente et confiante, a constitué un arsenal qui a contribué à sauver la démocratie.